Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cook Midi, ici au Salon international de l'agriculture. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fruit que nous avons failli ne jamais avoir dans notre assiette. Ce fruit, c'est la fraise. Il y en a devant nous, on va y revenir dans un instant. Il a bien failli ne jamais être dans nos assiettes parce que durant l'Antiquité, les Romains et surtout les Romaines s'en servaient comme masque de beauté et ne mangeaient pas les fraises. Alors aujourd'hui, on va les manger, surtout quand elles seront préparées par Marie-Laure Chassagne. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture. Alors, cette recette, moi quand vous me l'avez présentée il y a quelque temps, j'étais un petit peu dubitatif, voire je doutais. Je doutais de la pertinence. Alors expliquez-moi, ça va être quoi et il y aura quoi dedans? Alors on va préparer une petite salade à base de fraises, de concombres et de tomates. Alors moi, j'aurais jamais mis ensemble les concombres, les tomates et les fraises. Et pourtant, ça se marie très bien, surtout en début de saison, selon la variété de fraises qu'on va choisir. On peut la choisir un peu acide, pas trop sucrée évidemment. Et ce sont vraiment trois personnalités qui s'entendent très bien. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, petite question quand même. Nous sommes encore fin février, début mars. Ces fraises, elles viennent du bout du monde. Ah non, j'ai pris de la fraise française. J'aurais pas pris autre chose et j'ai trouvé de la gariguette. En fait, qu'on commence à trouver maintenant parce que comme il fait plus chaud, eh ben oui, dès le mois de février, on peut trouver des fraises. Alors, ce ne sont probablement pas des fraises de pleine terre, mais elles sont très bonnes. Des fraises de France, très bonnes. Eh bien, des fraises, justement, on va en reparler dans un instant avec nos invités qui sont sur le plateau. Il y a tout d'abord, bonjour messieurs, Michel Piquet. Bonjour Michel. Bonjour Monsieur Lefebvre. Vous êtes, ça fait sérieux le Monsieur Lefebvre, oui, mon Dieu. Vous êtes un habitué puisqu'on vous avait déjà invité l'année dernière. Vous étiez venu nous retrouver pour parler des fraises justement, voilà. Puisque vous êtes producteur de fraises en Sologne. Exactement. À côté de moi, notre expert jardinier Alain Delavie. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes le directeur des rédactions de Rustica. Et vous allez nous aider à avoir des fraises sur nos balcons, sur nos terrasses. Aujourd'hui, je compte sur vous. Et puis, les fraises, on les mange comme ça, nature, on les mange préparées par Marie-Laure, mais on les mange aussi sous forme de yaourt, sous forme de crème glacée, de sorbet. Et pour en parler, je reçois Jean-Michel Péard. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes cofondateur du réseau Invitation à la ferme. Vous êtes agriculteur à Brin, en Loire-Atlantique. C'est près de Nantes, ça, Brin, c'est ça? Oui, à Blain exactement. À Blain, pardon. Ouais, pourquoi au nord je dis de Nantes. Brin? Ouais. Et c'est quoi Invitation à la ferme? Invitation à la ferme, c'est un réseau national de fermes bio qui produisent du lait et qui le transforment sur leur ferme à partir de leur lait en ultra frais, yaourt, crème dessert et au lait, en glace ou alors en fromage. On reparlera de tout ça tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est tout à fait dans l'air du temps aujourd'hui de voir des producteurs de lait qui finalement reprennent une partie de leur destin en main en produisant eux-mêmes, en transformant eux-mêmes directement sur l'exploitation. Vous les expliquerez comment tout ça s'organise. Michel, on disait tout à l'heure avec Marie-Laure qu'il y a des fraises françaises en ce moment dans certains magasins. Marie-Laure me disait hors micro qu'elle coûtait une petite fortune. Mais on a l'impression que ça y est, on se rapproche, la saison s'agrandit un peu. C'est quoi? C'est l'effet réchauffement climatique? Disons que cette année, on a eu un hiver qui a été particulièrement lumineux depuis le mois de décembre sur les régions du sud de la France, qu'il s'agisse des régions d'Aquitaine, notamment avec nos collègues du Lot-et-Garonne, ou sur les régions de Provence. Et effectivement, cette année, ces deux régions qui sont les régions les plus précoces de France de façon habituelle, ont, on va dire, encore une bonne dizaine de jours d'avance par rapport à leur saison traditionnelle. Et au niveau goût? Au niveau goût, moi j'avoue que j'ai mangé les premières fraises ici au salon, j'y suis depuis 2-3 jours, et j'ai été surpris parce que on est sur la variété gariguette qui, normalement, a une petite typicité avec une certaine acidité, on va dire. Et là, cette année, la gariguette est plutôt très douce, très homogène et avec un goût extraordinaire. Donc c'est formidable ça, parce que ça arrive au moment où habituellement on voyait plutôt sur les étalages des fraises, on va dire, rouges à l'extérieur, blanches à l'intérieur, avec un fort accent andalou. Oui, mais bon, vous savez, le soleil brille pour tout le monde et on est en fait sur deux produits bien différents. Je pense que le consommateur
qui, dans son acte d'achat, va acheter une barquette de fraises espagnoles, puisque c'est ce que vous venez de dire, il sait parfaitement ce qu'il fait, il sait parfaitement la somme d'argent qu'il va mettre dans son achat, et celui qui va vouloir se faire plaisir en achetant une barquette de gariguette origine France, eh bien lui aussi, il sait parfaitement ce qu'il fait. Alors, Marie-Laure, je crois que cette recette finalement est pas très compliquée, mais il y a beaucoup de découpes. Oui, exactement. Il y a vraiment beaucoup de découpes puisque l'idée, c'est de faire des tout petits cubes de chaque ingrédient pour pouvoir bien l'apprécier. Alors après, si vous aimez les gros morceaux, vous pouvez faire des gros morceaux, mais si vous faites des petits morceaux, ça sera meilleur. Et puis alors, on parlait du prix des fraises tout à l'heure. Elles sont vraiment beaucoup plus chères, ces premières fraises françaises de l'année. En début de saison, elles sont un peu plus chères et ça me paraissait normal presque en achetant des fraises au mois de février qu'elles soient un peu plus chères. Alors, Alain Delavie, on a parfois, et là, on a des visites sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a des agriculteurs qui viennent un petit peu. Voilà, ce qui prouve qu'on est en direct. Alors, Alain, on disait à l'instant que on sent là les effets du réchauffement climatique. Effectivement, les plantes sont beaucoup plus en avance. On voit les floraisons, les pêchers sont en pleine fleur, même dans la partie nord de la France, avec un risque. C'est effectivement, si ça continue comme ça, très bien. Mais quand les fruits vont être formés, c'est dangereux à cause des gelées tardives. Alors les fraises, on les espère, mais c'est encore trop tôt dans nos jardins. Par contre, c'est le moment de les installer puisqu'on n'a pas de gelée, donc on peut en profiter, acheter des bons plants à racines nues encore ou en godet et les installer. Si vous avez qu'un balcon ou une terrasse, ne vous en privez pas. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de soleil, suffisamment de lumière, parce que la fraise n'est pas une plante d'ombre, sauf la petite fraise des bois qui va pousser un petit peu plus à l'abri. Mais pour avoir des fraises un peu plus sucrées, un peu plus juteuses, mettez-les plus au soleil quand même. Michel, nous jardiniers amateurs sur nos balcons parisiens, si on loupe nos barquettes de fraises, c'est pas très grave. Vous, je pense que vos collègues, notamment dans la partie sud de la France, sur Rhône-Alpes et sur l'Aquitaine, en ce moment, ils doivent être un petit peu inquiets de la météo, justement, parce que, alors, il y a celles qui sont faites sous serre, hors sol, comme disait Marie-Laure tout à l'heure, mais il y a aussi les fraises de pleine terre. Et un petit coup de gel, ça pardonne pas. En général, à cette saison, les fraises sont couvertes. On est dans des productions couvertes sous plastique. Donc il faudrait vraiment qu'on ait des gels très forts pour qu'il y ait du dégât sur les cultures maintenant. D'une façon générale, on va dire que quand arrive cette saison, le mois de mars, d'une façon générale, je dis bien, on va risquer des petites gelées qui, dans la mesure où on est capable de bien fermer nos serres le soir et de protéger, ne sont en principe pas sujettes à amener des dégâts dans les cultures. Et alors quand on parle de serre, vous savez qu'il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps sur les serres, mais pour les tomates, vous êtes concerné par ça Vous parlez de quoi? Du virus? Non, je parle du chauffage des serres. Oui, ça c'est une polémique, enfin si on veut. Disons que c'est une façon dont la France a réagi par rapport à la production de tomates bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation en France qui est complètement paradoxale, en ce sens que les initiateurs, on va dire, des productions bio, ont souhaité que les tomates bio françaises ne soient pas commercialisées avant le 1er mai, avec la certification bio, ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, on trouve de la tomate bio étrangère en France. En veux-tu, en voilà, tant et plus, et on la trouvera jusqu'au 30 avril. Moi, je suis pas producteur bio, mais j'ai pas très bien compris le sens de cette démarche, parce que pourquoi interdire aux Français, sur le sol français, ce qu'on permet finalement aux producteurs étrangers? C'est la seule remarque que j'ai à faire eu égard à cette prise de décision. Alors, on va reparler des fraises quand même, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Je regardais la production, 58 000 tonnes à peu près. Pardon? La production annuelle, c'est combien ça, en France? En France, oui. Oui, 50 000 à peu près, environ, oui. Et on n'est pas les plus gros producteurs de fraises. On est même très loin. Non, on en est bien loin. Le plus gros producteur de fraises en Europe, c'est l'Espagne, évidemment, avec aujourd'hui environ 340 000 tonnes. Puis on a l'Allemagne qui est à 140 000 tonnes de fraises, c'est-à-dire quasiment 3 fois plus que nous. On a également l'Angleterre. Alors l'Angleterre, ils ne sont plus européens. Européens. On les compte plus comme production européenne. Les Anglais qui sont à 100 000 tonnes sensiblement. Et puis même un petit pays comme la Hollande aujourd'hui est à 65 000 tonnes de fraises, c'est-à-dire qu'ils sont encore devant nous. On essaie de remonter un petit peu nos volumes, mais c'est assez compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Eh bien parce que, disons que dans les régions de production
on arrive, on va dire, on va pas dire à saturation, mais il est difficile de continuer d'accroître notre développement. Et la fraise, c'est quand même une culture qui est très impliquante en termes de main-d'œuvre, en termes de coûts. Hein, on travaille avec des plantes qui coûtent très cher à produire. Et c'est aussi un frein pour qu'on ait un développement inconsidéré sur notre produit. Marie-Laure, la séance découpe continue? Ça continue, tout va bien. Mais alors c'est de la microchirurgie pour couper des fraises, des petites tomates. D'ailleurs, vous avez vos gants de chirurgienne? Non, j'ai mis mes gants pour des raisons de propreté. Je préfère cuisiner comme ça aujourd'hui. Et oui, je taille en brunoise, donc ce sont des petits carrés, et ça permettra d'apprécier à sa juste valeur chaque ingrédient. C'est ça le plus difficile en fait dans cette recette. C'est une oui, école de patience. Et il faut bien choisir aussi sa variété de fraises. Par exemple, si vous mettiez de la Charlotte, qui est une fraise que j'adore, mais ça ne marcherait pas du tout au niveau du goût, parce qu'elle a un goût de fraise des bois qui ne se marierait pas du tout avec les autres ingrédients. Alors justement, il n'y a pas une variété, mais il y a une multiplicité de variétés de fraises. Oui. Il y a des fraises que les enfants aiment bien, d'autres qu'ils aiment un peu moins. Il y a combien de variétés de fraises commercialisées aujourd'hui? Il y en a énormément, mais disons que en termes de production, on essaie quand même de réduire le panel, parce que déjà, ne serait-ce qu'au niveau du commerce, il faut un moment qu'on s'y retrouve, quoi. Et sur la production de fraises françaises, aujourd'hui, on est à un peu plus d'un tiers en gariguette, hein, qui est quand même un produit français par excellence. Hein. Et puis derrière, eh bien, on a quelques variétés qu'on définit comme étant des fraises rondes, type Cléry ou encore d'Arcellec, des choses comme ça, qui vont être les fraises de saison, un petit peu plus grosses que gariguette, et que vous allez trouver on va dire dans quelques semaines, jusqu'au 15-20 juin. C'est la fraise qu'on trouve de façon générale conditionnée en barquette de 500 grammes et qui va être, on va dire, le produit français par excellence hors la gariguette, et qui est quand même un produit plus qualitatif, qui répond davantage aux attentes des consommateurs français que les fraises de nos collègues espagnols. Et alors, je voudrais connaître la différence entre la Marat des Bois et la fraise des Bois que moi j'allais cueillir quand j'étais enfant du côté de la Nièvre. Là, si vous voulez, vous tombez bien, parce que figurez-vous que la variété Marat des Bois vont vous parler. C'est une variété de fraise qui a été créée par la famille Marionnet. Pour la manger. Et la Marat, d'où le nom Marionnet. Et c'est des gens dont j'habite le village. La variété, elle a été créée chez moi à Soins-en-Sologne. Et c'est donc André Marionnet, il y a un bon moment maintenant, qui avait créé cette variété justement en prenant un petit peu appui sur certaines fraises des bois qu'il avait trouvées chez nous dans les forêts de Sologne, et en faisant des petits mélanges de génétique, et justement entre des fraises rondes, comme je vous disais tout à l'heure, et des petites fraises des bois, pour avoir ce goût particulier qui effectivement fait qu'on l'a appelée Marat des Bois, parce qu'elle rappelle effectivement en goût la fraise des bois. Alain, j'ai une question fondamentale à vous poser. L'année dernière, en plein mois d'octobre, on m'a servi des fraises. On me dit « Ah, c'est des fraises du jardin ». Et on m'a dit aussi « C'est des fraises remontantes ». Alors, d'abord, est-ce que je me suis fait arnaquer? C'était pas des fraises du jardin, elles avaient été achetées au supermarché peu de temps avant. Et c'est quoi cette histoire de remontant? Alors, fraises du jardin, j'étais pas dans le jardin, donc je ne sais pas, mais a priori, si l'arrière-saison est belle, si on a bien arrosé, on peut avoir des fraises, et justement, avec des variétés dites remontantes. Alors, ce ne sont pas des fraises qui vont grimper à l'échelle ou sur le mur. On les met pas avec les kiwis le long du mur? Non, pas du tout, pas du tout. C'est simplement, ce sont des fraises qui produisent plusieurs fois pendant la belle saison. On peut avoir des fraises qui donnent d'un seul coup à la fin du printemps, au début de l'été, et puis qui après vont arrêter. Ça, ce sont les fraises qui ne vont pas remonter justement, et les autres vont continuer à donner des fraises. Les premières, on va plutôt les utiliser pour faire d'un seul coup une grosse quantité de confiture. Les deuxièmes, c'est pour se régaler et piquer ces fraises tout au long de la saison, mais elles peuvent donner des belles. Donc, remontantes, oui, à ce moment-là, c'est justifié. Elles vont donner jusqu'à la fin de l'arrière-saison, si l'arrière-saison est belle et si on a bien nourri et arrosé ces fraises. Parce qu'on a quand même eu un été l'année dernière très sec. Donc, dans les jardins, ceux qui n'ont pas arrosé, la production de fraises s'est arrêtée. Il fallait quand même arroser. Marie-Laure, en dehors de cette recette, vous avez plein d'autres recettes secrètes pour utiliser les fraises. Vous m'avez parlé de rouleaux de printemps. Oui, en fait, avec exactement les mêmes ingrédients,
Vous pouvez... C'est-à-dire fraises, tomates, concombres, salade, la sucrine et de la ciboulette. Mais là, pour le coup, vous pouvez changer un petit peu l'herbe en fonction de vos envies. Vous pouvez très bien mettre de la menthe, ça marcherait très bien. Et là, on peut faire des rouleaux de printemps. Il suffit de prendre une feuille de riz, de la mouiller, de mettre les ingrédients taillés en brunoise et de faire des rouleaux de printemps. Et sinon, après, on pourrait même faire un rouleaux smoothie. de printemps, les trempe dans quoi avec il faut un vinaigre balsamique. Selon l'humeur, soit vous pouvez utiliser le vinaigre balsamique qui vous donnera à la fois un côté un peu acide et un côté un peu sucré. Et puis on peut imaginer n'importe quoi parce que comme c'est à la fois sucré ou salé, on pourrait même l'utiliser en dessert en mettant un peu plus de fraises par exemple. Et en mettant, par exemple, on peut aussi se faire un petit sorbet fraise qu'on rajoute par-dessus ou peut-être un petit coulis de fraises. Pourquoi pas, oui, ça pourrait très bien marcher. Alors, Jean-Michel Péard, parlons d'invitation à la ferme. Je disais tout à l'heure que on a le sentiment, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde agricole, et a fortiori ici au Salon de l'Agriculture, que les producteurs laitiers, nombre d'entre eux aujourd'hui, reprennent leur destin en main. Ne se contentent pas d'aller livrer leur lait à la coopérative, à l'industriel, que sais-je encore, mais transforment directement sur la ferme, ce qui est votre cas. Ouais, c'est mon cas, ouais, et le cas de plus en plus de collègues. Effectivement, il y a différentes initiatives. C'est quoi l'idée au départ ? L'idée au départ, c'est parti en fait de mon expérience personnelle. Mes parents sont paysans, mes arrière-grands-parents et mes grands-parents l'étaient également. Et c'est vrai qu'on livrait le lait donc à la coopérative sans avoir connaissance du prix auquel il serait payé à la fin du mois. Moi, il se trouve que je faisais une école de commerce à l'époque et j'avais souvent du mal quand mon père me disait on recevra la facture que la coopérative va nous envoyer à la fin du mois. Oui, vous savez, il faut rappeler parce que nos amis téléspectateurs qui nous regardent ne connaissent pas forcément les secrets de l'agriculture, mais c'est vrai que les producteurs de lait, les éleveurs de vaches laitières, en fait, c'est la coopérative ou en tout cas ceux à qui ils fournissent le lait qui faisaient aussi la facture. Exactement, ouais. Vous n'aviez aucun contrôle, vous, c'était juste, j'allais dire, des OS de la production, quoi. Oui et non, parce que normalement les coopératives elles sont détenues et gérées par les paysans, mais normalement. Là c'est un autre sujet. Ouais. Voilà. Et alors donc finalement vous vous êtes dit cette démarche est totalement anti-économique, donc il faut revoir les choses différemment. Je me suis dit que effectivement il fallait sans doute proposer un autre modèle. Après il y a un modèle existant prédominant, mais visiblement qui permet pas non plus de satisfaire à la fois les paysans en termes de revenus. C'est en train de changer, tant mieux. Il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Et puis aussi les consommateurs qui ont envie aussi de manger autre chose que des produits industriels. Et donc nous on a eu l'idée de monter une alternative. C'est-à-dire que chaque ferme produit du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre, et le transforme sur sa ferme avec dans un premier temps donc des produits ultra frais, du fromage, et puis là il y a l'arrivée des glaces avec des sorbets, dont un sorbet à la fraise avec plus de 50% de fraises dedans. Alors, ça suppose que vos collègues agriculteurs, éleveurs dépensent un peu d'argent, investissent parce que pour créer des produits laitiers, il faut des machines, il faut un petit atelier aux normes. Ce sont des gros investissements ? Alors vous êtes bien informé, c'est un investissement, mais bon, plutôt que d'acheter un tracteur qui reste au milieu de la cour, là en fait on investit dans un outil de transformation à la ferme qui va nous permettre de générer de la valeur ajoutée sur la ferme. Moi, sur la mienne, c'est pas une grosse ferme, on a 70 vaches laitières, on produit 400 000 litres de lait et on est 12. Donc ça crée de l'emploi local. Et donc effectivement, il y a un investissement qui va être entre 150 et 300 000 euros en fonction des volumes transformés et de type de produits et qui va permettre de proposer ces produits autour de chez nous, 80 km autour de la ferme localement. Et l'intérêt du réseau qu'on a créé, on est désormais 37 fermes, on a démarré à 4, c'est qu'on va mutualiser certaines choses qui coûtent cher, par exemple, aucune valeur ajoutée. Par exemple, créer un emballage, honnêtement, la valeur ajoutée, elle est nulle. Vous avez payé une agence de com pour le faire. Là, on en crée un. Et puis, en fait, on a tous le même pack. On va juste changer la photo et la marque de la ferme. Et on le rappelle, ce sont des produits labellisés agriculture biologique. Oui, exclusivement, ouais. Ou alors des fermes qui sont en conversion. Dans ce cas-là, on a une marque Ombrelle qui fonctionne le temps de la conversion. Et ça attire aujourd'hui d'autres agriculteurs qui vont vous rejoindre parce que pour le moment, vous le disiez, il y a un certain nombre d'agriculteurs dans la démarche invitation à la ferme. Il y en aura d'autres bientôt ?
C'est la raison pour laquelle on vous remercie de nous inviter, c'est qu'on espère être de plus en plus nombreux sur le territoire national. Donc on a démarré à 4 en 2015, on est désormais 37. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer sur le territoire français, bon là où il y a des animaux forcément, c'est pas le cas partout, des produits qui sont faits sur la ferme avec du lait sorti directement du pied de nos vaches, nos chèvres ou nos brebis. Alain, c'est étonnant de voir tous ces agriculteurs qui finalement reprennent un peu qui reprennent les clés du camion, qui reprennent leur destin en main, qui se laissent plus forcément faire. Étonnant et en même temps c'est enthousiasmant parce qu'il y a quand même une grande envie de marché de local surtout. Donc c'est vrai que les jardiniers sont revenus au potager, mais c'est bien aussi d'avoir ce mode de distribution. C'est beaucoup plus humain, je trouve aussi. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est que ça se développe et que ça se rapproche encore plus de nous consommateurs, plutôt que d'aller dans une grande surface. Ça a ses avantages, mais ça aussi c'est très impersonnel. Donc voilà, et puis au moins on source les produits parce que c'est de plus en plus important. Je pense que depuis le début des années 2000, les consommateurs cherchent vraiment des produits, savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a dedans. Un sorbet avec 50% de fraises, mais ça doit être drôlement bon. Ça c'est un des... Oui, Jean-Michel ? Oui, c'est pas le sorbet fraise, on l'a goûté puisque le lancement officiel, on l'a fait mardi sur le stand de l'agence bio. Et effectivement, ça s'appelle des sorbets plein fruits puisqu'on dépasse les 50%. C'est vraiment un régal. Mais ça, Michel, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour vous, les producteurs de fraises, parce que si on voit des producteurs, des éleveurs laitiers qui se mettent à faire des desserts laitiers, des sorbets avec de la fraise, ça veut dire qu'il y aura des débouchés supplémentaires pour vous? Oui, éventuellement, effectivement, oui. Après, si vous voulez, aujourd'hui, le problème majeur pour les producteurs de fraises français qui produisent un produit frais, un produit de consommation directe, il est que l'esprit de produire une fraise à destination, on va dire, industrielle, puisque dès qu'on transforme, on appelle ça industriel. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est pas tout à fait. On n'est pas aujourd'hui, pareil. Chez non mais on n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui, si vous voulez, on n'est pas du tout dans un schéma variétal correspondant à ce type de marché. Parce qu'il y a longtemps que la France a abandonné les productions de fraises à destination des confitures et ainsi de suite pour des raisons de prix. Parce que les prix qui nous étaient proposés étaient quasiment inférieurs à ce que peuvent nous coûter ne serait-ce que les récoltes. Je ne parle même pas de payer le plan, de payer les fertilisants ou autre chose. Simplement la récolte, les prix proposés étaient inférieurs. Ce qui fait que la France a complètement abandonné ces créneaux qui ont été repris ensuite par le Maroc, qui travaille une fois la fermeture de l'Europe hors taxe sur ce qu'on appelle les billes congelées, c'est-à-dire que les Marocains continuent de cueillir, ils mettent ça dans des sacs de 600 kilos et les industriels fabriquent. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Ça fait beaucoup moins rêver tout d'un coup les billes congelées. Il faut que ça change. Je veux dire, non, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Ils travaillent également éventuellement avec du lyophilisé qui vient de Chine, des choses comme ça. Mais nous, aujourd'hui, producteurs de fraises français, on a fait le choix d'aller sur un autre terrain qui est le terrain d'une fraise qualitative, ce à quoi correspond en fait le goût des consommateurs français aujourd'hui. Vous, Jean-Michel, fraises françaises, bien évidemment. Eh ben non. Donc on en parlait justement avant le début du plateau. Nous, on est à fond pour avoir justement de la fraise française bio. Et aujourd'hui, le marché, c'était très bien expliqué. Le marché, il est plutôt pour les producteurs de fraises bio. C'est plutôt du frais, c'est-à-dire que quand ils ont de la fraise, ils la vendent en frais. Et des marchés comme les nôtres, alors nous, on en met dans les sorbets. On en met également dans les yaourts, dans les fromages blancs. Aujourd'hui, on n'a pas le volume. Donc, j'étais au Cival il y a quelques temps pour faire un appel aux volontaires pour nous faire de la bonne fraise française qu'on pourra nous acheter et mettre dans nos produits. Parce que le prix pour nous, c'est pas un frein. On n'est pas dans ces logiques-là. Juste pour info, par exemple sur la vanille, c'est l'extrait de vanille bio Madagascar. On est très peu à en faire, ça vaut plus de 100 € le litre. Mais les consommateurs aujourd'hui, effectivement, le produit est un peu plus cher, mais les consommateurs sont prêts à mettre 50 centimes, 1 € de plus pour avoir de la qualité. Donc, vous voyez, Michel, le message est passé. Il faut de la fraise bio en France. Oui, mais aujourd'hui, on est face à des problèmes techniques qui font que la fraise, c'est hyper compliqué de faire de la fraise bio, quoi. Hyper compliqué. Pourquoi ? Eh bien, parce que la fraise, c'est une plante qui a un nombre d'ennemis considérable.
Si vous commencez par le plus grand, c'est le chevreuil qui va vous dévorer les plants dès les plantations. Et vous descendez jusqu'au fond du sol où vous allez avoir les champignons du sol, des phytophthora, des verticilliums qui vont tout vous bouffer. Et je vous passe les pucerons et tout le reste. On est aujourd'hui, nous, au niveau de l'AOP nationale fraise, dans la démarche haute valeur environnementale qui vient d'être lancée et sur laquelle on a comme objectif d'être au niveau 3 dans les 2 ans qui viennent sur la quasi-totalité des producteurs de notre AOP. Il faut savoir qu'on est 550 producteurs à l'AOP. On vient d'avoir une grosse action avec une jeune thésarde de Rennes qui a travaillé pour nous sur le puceron. On a financé, nous organisation nationale des producteurs de fraises, un travail énorme qui a été fait sur le puceron et qui fait qu'en fait aujourd'hui on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué de dire on peut se passer du soutien de la chimie pour arriver à produire nos fraises. On en utilise le moins possible, ça c'est une évidence. La première raison d'abord c'est le coût, parce que quand j'entends qu'on dit ah ouais ils aspergent leurs fraises de produits phyto, merci, on commence d'abord par voir ce qui nous reste dans le portefeuille. Et ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on travaille visuellement, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, je ressens le parfum de la réduction de vinaigre balsamique. Oui. Marie-Laure. Oui, j'ai choisi d'ajouter ça à la fin sur la salade pour donner un petit goût particulier. Donc, vinaigre balsamique, un peu d'huile d'olive. Là, la réduction, c'est juste du vinaigre balsamique qu'on a laissé réduire et qu'on pourra mettre ou pas à la fin. Si on n'aime pas, on n'est pas obligé de le mettre. Et un petit peu de sel, de Noirmoutier, bien évidemment. J'assaisonne la salade avec un sel aux herbes et juste de l'huile d'olive, ça suffit en fait. Alors, Alain, finalement, Michel nous disait que c'était difficile pour les producteurs de fraises de faire de la fraise bio. Pour le jardinier amateur, c'est pas trop compliqué. Je pense qu'on a les mêmes difficultés parce que les bestioles que l'on veut pas chez le producteur, elles sont aussi chez le jardinier. La seule chose, c'est que nous, on n'a pas un objectif de rentabilité. Voilà, on se fait plaisir. Il faut être prudent quand même. C'est vrai qu'un fraisier, déjà, c'est un fruit qui épuise beaucoup le sol. Donc les jardiniers doivent changer régulièrement. Il faut acheter, quand on achète des plants qui sont certifiés sains, parce qu'on peut très bien, ça se multiplie facilement le fraisier. Mais on multiplie aussi beaucoup les plantes qui sont malades. Donc il faut quand même être vigilant. Mais c'est vrai que pour nous, effectivement, en général, les jardiniers ne traitent pas leurs fraisiers. On lutte par contre, on chasse les limaces parce qu'elles aiment aussi les fraises comme nous et peut-être même plus que nous, malheureusement. Donc il faut Alors par contre, en ville, ça c'est l'avantage. Sur un balcon, vous n'avez pas de limaces. Vous vous battez avec les pigeons et les oiseaux qui aiment aussi ces fruits très délicieux. Mais sinon, c'est vrai que pour nous, c'est quand même assez facile d'avoir une production régulière et surtout de se faire plaisir, puisque nous, on n'a pas des objectifs de production, c'est quand même plus facile. Allez, on va regarder la recette tout de suite en accéléré et je vous retrouve pour la fin de cette émission. Voilà, alors on arrive pratiquement à la fin de la recette. Ça y est. Rapprochez-vous, venez voir. Vous qui êtes derrière votre écran de télévision, vous ne pouvez pas sentir, mais c'est vrai que les parfums se mélangent et c'est très agréable finalement entre la fraise, la tomate, le concombre. C'est un mélange surprenant et qui permet de manger à la fois des fruits et des légumes. Et c'est quelque chose aussi que les enfants adorent. Alors moi la question c'est à l'apéro, en hors d'œuvre, en dessert. Je les sers à quel moment? Moi, j'aurais plutôt dit à l'apéro, mais ça peut faire l'objet d'une entrée et ça peut faire également l'objet d'un dessert. Après, si vous avez la flemme de couper comme ça en petites brunoises, vous mettez tout dans un blender et vous faites un super smoothie. Alors, voilà la recette supplémentaire que nous vous donnons aujourd'hui dans Cook Midi. On va goûter ça dans un instant avec la réduction
de vinaigre balsamique. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur le plateau de Cook Midi, ici au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain. Merci.